Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suppose que vous êtes comme moi ravis d'être chez Momo Keïta. Je tiens à vous préciser, les gars, on est dans un chez Momo Keïta d'anthologie, car en ce jour, nous sommes avec un ex-joueur d'Arsenal, mon club de cœur. Bonsoir Guy et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Momo, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Alors, je me Ok. souviens que la première fois que je t'avais contacté pour l'émission, tu m'avais proposé de faire tranquillement à la rentrée. Alors, je suppose que tu as eu le temps de largement te reposer et avoir de belles vacances, n'est-ce pas? Oui, j'ai profité un peu on va dire, de la saison estivale que nous avons eue ici en Europe et puis bon, un peu se ressourcer en famille aussi, c'était important. C'est important. Alors, après ta carrière internationale et un bachelor en économie du sport, tu as mis sur pied des activités annexes, dont ton club de football, l'école des champions Sainte-Victoire et mon club 2.0. Comment se Mhm. portent tous ces projets à ce jour? Ça va, c'est-à-dire que ben, j'ai commencé avec l'association École des champions. L'idée, c'était un peu de redonner au football, on va dire, amateur, ce qu'il a pu m'apporter, aussi essayer de partager des expériences avec les plus jeunes. Voilà, surtout essayer de les sortir on va dire, des vices de la vie. Donc, j'ai mis ça en place avec des collaborateurs, d'anciens amis, des amis d'enfance qui sont aussi dans le football, qui ont passé des diplômes d'éducateurs. Donc, ça, c'était notre première expérience. Et l'association École des champions est rentrée dans un club aujourd'hui qui s'appelle les Minots de Marseille, D'accord. voilà, où on développe un peu les enfants de Marseille. J'ai grandi à Marseille, donc pour moi, c'était quand même important de mener des actions là-bas. Ça, c'est pour le côté, on va dire, associatif et bénévole, hein. L'idée, à terme, c'est de pouvoir, on va dire, structurer ce club de manière pérenne et pourquoi pas faire de même chez moi en Côte d'Ivoire, créer une relation entre les deux clubs. Donc, ça va mettre du temps, ça va mettre du temps, mais le projet il est là, c'est d'avoir une structure qui pourra accueillir des jeunes ados ivoiriens. Mais dans un premier temps, il faut que la structure qui est basée ici on va dire, en France et notamment à Marseille, soit assez forte et pérenne pour pouvoir passer à la prochaine étape, qui est celle-ci. Ou sinon, pour mon club 2.0, c'est un complexe de location de terrain de foot, terrain de basket, e-sport, jeux vidéo. Donc, pareil, il était important pour moi de. Il y a le côté business, bien évidemment, mais aussi un peu recréer l'environnement dans lequel j'ai grandi. Voilà, je viens des quartiers marseillais. Lorsqu'on allait jouer au foot, on était entre. Il y avait ceux qui jouaient au foot, ceux qui écoutaient la musique, les graffeurs, etc. Donc, l'idée, c'était un peu. Les joueurs de basket, c'était de créer un environnement où les gens peuvent en tout cas retrouver cet esprit-là. Et pour l'instant, ça va, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Et puis voilà, comme vous l'avez dit, hein, Canal+, et les diplômes, etc. Donc on essaie d'avancer dans la reconversion. Pourquoi précisément un bachelor en économie du sport? D'ailleurs, je n'avais jamais entendu cette expression, hein. Avant mes recherches sur, je vais dire, Guy de Mel, je n'avais jamais entendu cette expression. C'est généralement, après la retraite, entraîneur, agent de joueur. Mais pourquoi précisément un bachelor en économie du sport? En fait, l'idée, c'est que je souhaite obtenir un master. Donc Mhm. c'est sur 2 ans. La première étape est le bachelor. Nous avons eu les soutenances il y a peu de temps, donc c'est assez lourd. C'est essayer d'avoir le plus de compétences possible, voilà, pour mener à bien mes projets personnels, pour aussi d'autres projets professionnels qui me sont proposés. Comme j'ai dit, j'ai été cofondateur d'une boîte qui s'appelle MCES aujourd'hui, qui est dans l'e-sport. Donc, depuis, j'ai vendu mes parts, je suis sorti. Mais voilà, j'ai pu grâce à ces connaissances, grâce à, on va dire, cet apprentissage, mettre en place des projets, les piloter. Et l'idée, elle est là. C'est dans un futur proche. Je sais ce que j'ai envie de faire. Pour ça, il faut que je m'arme de connaissances. Et puis, ben voilà, donc je suis mon parcours tranquillement. D'accord. Bon, en tout cas, je suis un peu, je veux dire, tes activités et tout. Même si vous avez été éliminé avec Vincent au jeu de la pré-saison, on peut tout de même espérer que tu sois de nouveau qualifié comme consultant pour cette saison sur Canal+, n'est-ce pas? C'est bien amené ça, oui, effectivement, effectivement. Mais il faut noter que j'ai été éliminé
je vais pas mettre la faute sur mon coéquipier Vincent, mais j'ai été remplacé. J'ai été remplacé pour cause d'indisponibilité. Donc, mon D'accord. grand ami Serge Agakpo n'a pas été à la hauteur. Ah là là. Bah, désolé, tu vois, ici, on a aussi un jeu qu'on nomme Tiki Taka, bah, qui te donne le soin de faire un choix entre deux entités différentes, tout en les Mhm. commentant, en fait. Après, c'est deux philosophies, c'est deux régions, ça dépend de toi, en fait. Tu veux Ok, essayer? d'accord. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur, mais pourquoi On pas, on va peut essayer, en essayer. tout cas. On Alors, va si je essayer en tout dis cas. l'accent du midi ou le nushi? On va dire l'accent du midi, ça s'entend quand je parle, ça fait partie de moi, mais j'aime beaucoup le nouchi. J'aime beaucoup le D'accord. nouchi et j'aimerais bien le maîtriser aussi. Ah ouais, on va te donner quelques mots à la fin de l'émission. Ah, merci. Alors, si je dis le Vélodrome ou le Félicia? Ah, le Félicia. Ah ouais? Oui, mais oui, le Déjà, c'est quoi ton Félicia. plus beau souvenir du Félicia? Ben, ma première sélection, c'était mon premier match, c'était face à la Libye. J'étais remplaçant. L'entraîneur était Henri Michel à l'époque, paix à son âme. Et Mama Ouattara aussi, paix à son âme, ouais, qui m'a. La décision de venir jouer pour la Côte d'Ivoire était prise pour moi il y a très longtemps. J'avais 15 ans, 15-16 ans quand j'ai décidé que si toutefois j'y arrivais, je jouerais pour la Côte d'Ivoire. Mais Mama Ouattara a joué un rôle très, très important. Et du coup, oui, c'est mon premier match au Félicia. Voir le public, cette atmosphère, le trajet de l'hôtel au stade, les premières heures avec l'effectif, même si je connaissais certains joueurs, puisque à l'époque, lors des tournées des académiciens, lorsqu'ils venaient faire des tournées en Europe pour jouer contre les centres de formation, je m'étais lié d'amitié avec Yapi Yapo, Chico, j'avais rencontré la Aruna, Kolo, donc voilà, et puis je les avais rencontrés à nouveau quand j'étais à Arsenal lors d'une tournée. Donc les revoir et se revoir en A, c'était extraordinaire. Joule ou Arafat DJ? Arafat. Arafat. Ah, ben oui, Arafat. Arafat, paix à son âme aussi. Puis, ouais, on a des grands hommes qui nous ont quittés malheureusement, mais il m'a accompagné lors de beaucoup de matchs. Ouais, lors de beaucoup de matchs, j'écoutais la musique. Pour me motiver, pour me mettre dans l'ambiance un peu dont on a besoin. Donc, bien évidemment, Arafat DJ. Et c'est quoi le morceau, je veux dire, d'Arafat que tu aimes le plus? Ah, ben alors pour être totalement transparent, c'était ses premiers morceaux. Sur la fin, je pense peut-être l'âge venant, j'étais plus. Il y avait Jonathan, surtout que j'aimais, j'écoutais énormément. Donc voilà, c'était surtout le morceau que j'écoutais beaucoup à l'époque. Très bien. Alors, je t'envoie une toute dernière. Johnny Hallyday ou Alpha Blondy? Ah. Il y a le maître Alpha Blondy quand même, l'inspiration chez nous, même si Johnny Hallyday a fait des grandes choses, mais dans ma playlist, j'ai beaucoup plus de sons de Alpha Blondy que de Johnny Hallyday. Très À bien. son âme Alors, aussi. voilà, tu t'es bien en sorti. Hein. Je pense que bah, tout s'est Un bien peu. passé. En tout cas, bravo déjà. Au moins, Merci. tu as fait mieux que la pré-saison. Mais non, en toute franchise, j'ai suivi, je vais dire, les jeux de la pré-saison. Bah, il faut dire que tu as une très, 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 très belle culture au niveau du sport. Et j'avais le trac même. Je me disais, ah, ça va chauffer quand je vais le recevoir. Non, bah, on a quand même des mastodons avec nous. C'est des computers. Quand je pense à Vincent Radio, je pense à Philippe Doucet. Ces gens ont généré tellement d'informations au fil des années que forcément, ils ont des connaissances. Mais après, voilà, je suis comme toi, Momo, on est des passionnés de football. Donc après, c'est une question de mémorisation. Mais voilà, on essaie de suivre un peu ce qui se passe. On regarde. Je regarde aussi des fois des matchs d'il y a 5 ans, 6 ans en arrière parce que voilà, l'émotion que ça m'avait procuré juste pour le plaisir, quoi. Donc voilà, c'est. Tout à l'heure, pour je vais dire, pour le projet Mon Club 2.0, tu parlais d'un projet, du moins d'un volet basket. Est-ce que tu as toujours été amoureux du basket depuis ta tante en France ou c'est plutôt, je vais dire, c'est plus tard que tu as découvert cette passion en toi? Non, j'ai toujours aimé le basket. Je pense que, comme beaucoup, j'ai découvert le basket, en tout cas avec Michael Jordan. Voilà, et on va dire, ça nous a un peu plus frappé, en tout cas en Europe, avec les Jeux Olympiques d'Espagne.
À partir de là, j'ai commencé à m'y intéresser, à suivre. Donc, si je suis honnête, je suis supporter des Bulls, même si ça fait longtemps qu'ils sont, qu'ils sont plus à la page et que D'accord? voilà, mais en étant sincère, si on est réellement sincère et un vrai fan, j'ai découvert le basket avec les Chicago Bulls, avec Scottie Pippen, Michael Jordan, Kukoc et tout ça. Donc, à partir de là, j'ai suivi le basket tout au long de ma carrière. Oui, c'est un sport que. De toute façon, les sports de balle, hein, le tennis aussi, j'aime le tennis. Le rugby, un peu Ouais, mais moins après, performant au les rugby. gens du Sud, généralement, le rugby, ça bat le plein chez vous, en fait. Voilà, voilà. Oui, exactement. Je regarde, mais je ne pratique pas. Alors que le tennis, le basket, j'aime y jouer avec les amis et voilà, et je suis un peu plus, on va dire. Oui, mais pour le tennis et le basket, est-ce que tu as envisagé, je veux dire, comme le football, aller loin où c'était juste des sports pour de temps en Non, temps non, mon sport de prédilection était bien choisi. Voilà, il faut dire que, après, je pense que tout dépend aussi de l'environnement dans lequel on grandit. Alors, je ne dis pas qu'en France, il n'y a pas de basketteurs qui sortent, mais voilà, j'étais dans un quartier. C'est un peu la vie, je veux dire, c'est un ballon pour 22 gamins. Dans les cours d'école, on joue au foot en bas de la maison. Donc, c'était tout naturellement que le foot avait pris une place beaucoup plus importante. Après, voilà, on va dire, j'étais un jeune assez sportif, donc j'aimais toucher un peu à tout. Voilà, donc ouais, je me suis intéressé aussi au basket, mais pas pour en faire mon métier. Je ne pense pas que j'étais aussi doué au basket. Alors, tu es passé par plusieurs équipes en jeune, dont Mhm. la jeunesse sportive arménienne de Saint-Antoine, les Ouais. Cailloles, la Grande Mhm. Bastide. Mais c'est Oui. précisément à l'OM que tu es formé. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein? Non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, purée. D'accord. D'accord. Tu as fait des Ah grandes oui, j'ai fait recherches, mes hein. recherches. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah Alors, oui. moi, ce que je souhaite comprendre déjà, c'est est-ce que tu es passé par toutes ces équipes à la fois parce que vous déménagiez beaucoup avec tes parents ou c'est du fait que tu aies du mal à t'acclimater en fait? Non, d'abord, bon, on a déménagé. Donc, la GSA Saint-Antoine, c'est un club qui est dans les quartiers nord. J'ai grandi dans un premier temps dans le quartier nord de Marseille, donc Consola, Saint-Louis. Et puis après, nous avons déménagé du côté du sud, un peu plus sud-est, sud-ouest de Marseille. Mais non, en fait, au début, je jouais au foot pour être avec mes amis, quoi. Voilà, à 8 ans, quand je signe ma première licence, c'est jouer avec les copains de l'école. Voilà, les copains de classe. Ah, tu joues où? Tu joues là-bas? Ben viens, on va jouer ensemble. Donc, je changeais de club parce que je voulais être avec mes amis. Et comme tu l'as dit, c'est arrivé à l'OM et sous la houlette de Bernard Casoni, qui était l'ancien capitaine des pros, qui m'a, qui nous, je pense, à tous, transmis un peu cette fibre et m'a amené à me dire oui, pourquoi pas, j'aimerais bien faire mon métier, sachant qu'à l'époque, il y avait très peu de joueurs noirs, africains dans les championnats européens. À l'OM, on avait la chance d'avoir Basile Boli, Marcel Desailly et Abedi Pelé. Mais quand on regarde dans les effectifs aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc déjà, à l'époque, même pour les parents, ce n'était pas une solution de réussite, le football. C'est-à-dire C'est pas que envisageable, ah, effectivement. c'était pas envisageable pour mes parents. Tu nous parles de quoi? Tu veux jouer au foot? Qu'est-ce que tu nous racontes? Va à l'école. Va à l'école. On n'est pas venu ici en France pour que tu ailles jouer au foot, quoi. Donc, c'était. Voilà. Mais à partir de mon passage à l'OM en U15, voilà, je me suis dit, écoute, je vais me donner à fond et essayer de mener à bien les côtés scolaires et le côté sportif pour essayer d'en faire mon métier. D'accord. Et pourtant, en U17, tu déposes finalement tes valises à Nîmes, où tu retrouves une famille. Déjà, pourquoi être parti de l'OM en fait? Ah, assez compliqué, assez compliqué. On sort d'une saison à U15 avec Bernard Cozzoni où nous sommes champions. Ça faisait très longtemps que l'Olympique de Marseille n'avait pas été champion dans ces catégories-là parce que c'était un championnat très relevé à l'époque. Il faut savoir qu'il y avait tous ces clubs pro dans le sud, Martigues, Cannes, Toulon, tous ces clubs qui flirtaient avec la Ligue 1, la Ligue 2, Nîmes, Bastia. Donc, on était le champion le plus relevé. On avait réussi à finir champion, à se qualifier pour les différentes coupes euh, nationales. Et puis à la fin de la saison, moi, je n'étais pas au centre de formation, donc j'étais logé chez moi, j'étais chez moi avec mes parents et j'allais en sport-études. Donc on avait des horaires aménagés, on faisait l'école jusqu'à 15h30 et puis on partait pour s'entraîner. Et à la fin de la saison, il y a le directeur du centre de formation qui appelle mes parents pour leur dire que, il souhaite que j'intègre le centre de formation. Donc j'étais ravi. Et à l'époque, Bernard Casoni, si
on va dire, avait lui un autre jugement, pensait que je n'étais pas encore prêt. Donc, il a décidé voilà, de mettre son veto. Il a dit au directeur de centre de formation que je n'étais pas encore prêt. Il a misé sur un autre joueur. Donc, la déception fut grande. Alors, j'ai décidé de partir. Et voilà, puis je suis parti, quoi. Je suis parti parce que je pensais à ce moment-là mériter d'intégrer le centre de formation. Moi, ce qui me frappe chez toi, j'aimerais te dire, c'est que pendant mes recherches, je me suis rendu compte que tu as rencontré beaucoup d'embûches, mais tu n'as pas baissé les bras. Après, le football, c'est clair, on rencontre toujours des embûches, mais de ton côté, il faut dire que tu es vraiment passé par des galères, mais tu n'as pas baissé les bras. C'est quoi ta force, ou du moins, qu'est-ce qui te donne l'envie pendant ce temps-là, bien qu'étant jeune, de vouloir continuer quand on voit pratiquement rien à l'horizon, en fait? Ben déjà, c'est avoir confiance en soi. C'est avoir confiance en soi. On voit aujourd'hui, génération, je ne vais pas forcément parler de la génération africaine, parce que la génération africaine, elle a encore gardé cette envie de réussite, cette envie de se battre pour passer les obstacles. Mais ici, en Europe, on voit un peu avec cette nouvelle génération qui attend à ce que tout leur soit donné facilement, sans réellement se mettre en danger, sans réellement euh, voilà, faire preuve d'autocritique, de dépassement de soi. Oui, bien évidemment, j'ai rencontré des difficultés. Et très jeune, j'étais capable d'analyser la situation et de prendre des décisions, on va dire, appropriées pour pouvoir avancer. Un joueur de foot doit être sur les terrains. Donc, moi, ma priorité, c'était de jouer, peu importe le nom du club, peu importe le nom de l'entraîneur et tout l'amour que je peux avoir pour le badge. Pour moi, il faut que je sois sur le terrain. À partir du moment où je pense que je mérite quelques minutes de jeu, parce que, bon, par exemple, à Arsenal, je ne pouvais pas être titulaire, il y avait des joueurs fantastiques. Mais lorsqu'on pense qu'on mérite quand même des entrées de jeu en fonction voilà, de la physionomie, de la semaine d'entraînement, etc., et que ce n'est pas le cas et que c'est répétitif, à ce moment-là, ben, je prends la décision d'aller voir ailleurs et de tenter ma chance parce que je crois en mes qualités. D'accord. Alors, heureusement, les choses se passent super bien pour toi à Nîmes, au point où tu cites l'anniversaire de ton capitaine en réserve à Nîmes, olympique, comme, je vais dire, l'un des meilleurs moments de ta carrière. C'est quoi l'histoire derrière cette anecdote, en fait? Bon, alors là, pour les plus jeunes, il va falloir se boucher les oreilles. Non, c'est assez, on va dire, c'est assez contradictoire avec ce qui se passe, avec ce qu'on peut conseiller aux jeunes joueurs. C'est-à-dire que ben, mon capitaine, Mourad Ouraoua, à l'époque, au Nîmes Olympique, fête son anniversaire. Donc, on a eu entraînement le matin et puis on finit vers midi. On reste tous au centre pour déjeuner ensemble. Et les jeunes, ils avaient l'habitude de sortir. Moi, je ne sortais pas trop et lorsque je sortais, je ne buvais pas d'alcool. Donc là, pour son anniversaire, ils ont décidé d'apporter de l'alcool sur la terrasse du centre de formation. Et ils étaient tous en train de me chauffer. Donc, j'ai bu avec eux en leur disant, ben voilà. Et il s'avère que j'étais complètement sous. Et c'est ce jour-là où l'entraîneur vient m'annoncer que je dois monter avec les pros, donc avec la D2, pour jouer dans la semaine avec la D2. Et il me trouve sous sur le parking. Ouh là là! À quatre pattes. Ouais, ouais. Donc, mais il connaissait mon attitude, il savait, il entendait un peu ce qui se disait dans les vestiaires. Donc, il savait que c'était l'anniversaire du capitaine, mais pour dire que ça ne se joue à rien aussi. À Vraiment. ce moment-là, il aurait pu prendre la décision de dire, attendez, non, ce n'est pas possible, il est dans cet état-là, on va envoyer un autre joueur. Ça aurait pu aussi être le cas. Heureusement pour moi que voilà, il y avait eu quand même 4 5 mois pour lui, plus que j'intègre. J'arrive là-bas en préparation, donc au mois de juillet, j'intègre la Ligue 2 au mois de novembre. Donc, bon, il a eu le temps de connaître, de savoir un peu quelles étaient mes habitudes, quel était mon comportement et mon attitude. Donc, il a vu ça. Au contraire, on en a parlé des années plus tard et il m'a dit non, je ne pouvais pas te sanctionner pour ça. Au contraire, je savais quelles étaient tes ambitions. J'ai compris le contexte. Mais voilà, pour dire que ça se joue des fois aussi à rien et c'est l'appréciation des fois des gens qui prennent des décisions qui sont importantes. Effectivement, il faut dire effectivement que ça se joue à rien. Et justement, j'ai une question à ce propos-là pour toi. Est-ce que tu es de ceux qui pensent qu'au football ou dans la vie, certes, il est important de se donner toutes les chances d'aller de l'avant, il est important d'avoir confiance en soi, mais il y a aussi de la providence en fait qui joue pour beaucoup. Bah, je pense que
moi, la chance, je me dis qu'on la prépare. Hmm. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est par mon attitude, mon comportement sur les semaines, les mois précédents qui ont fait que lorsqu'il m'a vu dans cette position-là, il n'a pas pris la décision de me sanctionner ou de me remplacer par un autre joueur pour monter avec les pros, justement. Donc, je pense que la chance, on se la crée. Puis après, c'est dans les mains du Tout-Puissant. C'est dans les mains du Tout-Puissant. C'est lui qui décide aussi. Mais il faut quand même, on va dire, poser les bases pour pouvoir avancer. On va partir pour l'un des moments que j'attends le plus depuis tout à l'heure. Comme je le disais tout à l'heure, moi, en tant que fan d'Arsenal, ça me démange parfois en fait, de parler du club que je supporte depuis mon enfance et tout. Et là, je pense que je peux profiter un tout petit peu au moins. C'est vrai que tu as une carrière assez riche. Si tu avais passé 10-15 ans à Arsenal, je me serais régalé bien plus. Mais bon, pour le peu de moments que tu as passé à Arsenal, je pense que tu peux déjà profiter. Alors toi, tu es validé par un certain Damien Comolli, alors Oui, recruteur d'Arsenal. Pour oui. toi, je vais dire qu'il sortait de la deuxième division du championnat de France. Comment tu as perçu le fait d'être pisté par un club comme Arsenal? Déjà, j'ai été très, très surpris, même si j'étais conscient, encore une fois, il faut revenir, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il y avait très peu de joueurs. J'avais à peine 17 ans quand je jouais en Ligue 2, 17 ans, donc 17 ans et demi, j'allais sur mes 18 ans. Donc, c'était chose très rare à l'époque. Attention, il y en a eu, hein, je ne dis pas, mais c'était pas aussi, voilà, aussi, on va dire, présent que ce que l'on peut vivre aujourd'hui avec des joueurs qui arrivent très, 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 très tôt au plus haut niveau. Donc, je savais que je faisais déjà partie, on va dire, à ce moment-là, de l'élite hein, des jeunes en France, mais de voir un club comme Arsenal s'intéresser à moi, non, pas du tout. Je disais à mon agent, mais tu es en train de me raconter des bêtises, là, tu me parles de quoi? Il me disait oui, oui, oui. Donc, il disait oui, effectivement, ils sont venus plusieurs fois. Donc, ils sont venus me voir une quinzaine de fois à l'entraînement. Ils sont venus me voir une dizaine de matchs. Et puis, Damien Comoli se faisait même passer pour l'ami de mon agent pour apprendre à me connaître dans le privé. Et c'est dire hein, qu'ils sont vraiment poussés, on va dire, le scouting à son maximum pour être sûr que j'étais le bon profil. Et c'est que quelques années plus tard que Damien Comoli m'a avoué qu'il a failli pas me prendre parce qu'il pensait que je manquais de caractère. Pareil. Et pour l'anecdote, c'est un jour, lors d'un entraînement avec la réserve, je redescendais de chez les pros parce que je n'allais pas jouer avec les pros, je redescendais avec la réserve. Je n'avais pas joué, donc je redescendais avec la réserve. Et sur un petit atelier, une séquence de 5 contre 5, avec l'un de mes coéquipiers en réserve, il n'arrêtait pas de mettre des coups à chaque fois que j'avais le ballon et je ne disais pas grand-chose. Et puis, à un moment, j'ai réagi. Et c'est cette réaction-là qui a, qui a, Politique. qui a conforté, qui a conforté Damien Comoli, si un jour vous avez l'occasion de lui parler, qui a conforté Damien Comoli pour me prendre pour aller de me signer à Arsenal. À partir de là, il a pris son téléphone et il a dit à Arsène Wenger, il faut que tu viennes rencontrer le petit pour le signer. Pour lui, voilà, j'étais un joueur propre, un joueur élégant, comme il disait, mais je manquais de caractère pour pouvoir me poser en première ligue, il disait à ce moment-là. Donc, cette action-là, encore une fois, voilà, qui pourrait être sanctionnable, qui pourrait être, parce qu'on s'était un peu pris quand même avec mon coéquipier, les Chaises. Ah ben non, ça a été pour lui au contraire voilà, la révélation et encore une fois, ça m'a permis de pouvoir signer à Arsenal plus tard. Encore une fois, comme je tiens à le préciser, ça se joue à rien. Ça Ça se se joue joue à à rien. rien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut qualifier même de néfastes ou quoi, mais qui peuvent être positives pour nous, en fait. Exactement, exactement. C'est ça. En tout cas, c'est la leçon, je pense, à en tirer. Ça dépend du point de vue de la personne du décideur, la personne qui va entre guillemets, juger l'action. Quelle est sa position, quel est son regard, voilà, quelle est sa philosophie, comment il va interpréter ce qu'il vient de voir et surtout ce qu'il recherche. Il recherchait lui, en l'occurrence, là, un joueur qui a du caractère, parce que bon, on connaît la première ligue, surtout première ligue d'un temps. Voilà, donc à ce moment-là, il s'est dit oui, c'est le joueur que je veux. Il est structuré, certes, mais il a du caractère. Donc, voilà comment c'est passé. Encore une fois, d'autres auraient pu dire ah non, 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 c'est un joueur à problème. Et puis, voilà, aller sur un autre profil. À Arsenal, même si tu as des figures importantes de l'équipe comme Thierry Henry, Patrick Vieira et même le coach qui sont français comme toi, c'est pas facile en fait pour le jeune que tu es
étant arrivé de l'étranger, comment tu parviens, je veux dire, qui t'aide en fait? Est-ce que tu t'approches des personnes comme Thierry Henry, comme Vieira, comme j'ai cité précédemment, ou comment est-ce que tu essaies de créer un environnement pour aller de l'avant? Lorsque j'arrive à Arsenal, donc je suis logé, ils me mettent une maison à disposition. Nous sommes deux dans cette maison avec Jérémy Aléadier, qui était plus jeune que moi. Donc lui, il était avec les jeunes. Moi, je m'entraînais déjà avec les pros. J'avais signé pro, je m'entraînais avec les pros. Je jouais avec la réserve, mais je m'entraînais avec les pros. Non, Patrick Vieira, Robert Pires, Sylvain Wiltord, Gilles Grimandi, les Français de l'équipe m'ont très bien pris, même Thierry Henry m'ont très bien C'est pour accueilli. ça que Pires et Wilton étaient arrivés au même moment que toi. Oui, ils sont arrivés au même moment que moi, Même c'est-à-dire moment, juste justement. après, Avant, voilà, il y juste avait après Thierry Henry l'Euro. et Vieira seulement, c'est ça? Voilà, voilà, on est arrivé le même été. On est arrivé le même été. Donc, ça a été assez particulier parce que, bon, déjà, c'est la cour des grands. Mhm. C'est la cour des grands. C'est de suite savoir gérer un vestiaire, c'est-à-dire le comprendre, qui est qui, quels sont les rôles des uns et des autres, parce que c'est ça aussi le monde professionnel. Euh, Comme j'ai dit, les Français m'ont bien accompagné, surtout Patrick Vieira et Robert Pires, qui venaient me chercher à l'époque. J'avais pas de Robert Pires, surtout, j'avais pas de permis. Et ils venaient me chercher souvent pour m'amener à un entraînement, ou Patrick Vieira, quand il ne pouvait pas me déposer, me donner l'argent pour le taxi et tout ça, mais qui ont aussi été des très bons conseils. Mais ça n'a pas été facile parce que le projet de Wenger, était de me permettre rapidement de me familiariser avec la langue. Donc, il ne me parlait pas en français. Mon niveau d'anglais était scolaire. Pour ceux qui ont fait l'expérience, on peut sortir avec des très bonnes mentions de l'école en bac en anglais, mais une fois qu'on est sur place, C'est ce n'est tout autre pas chose. pareil. Surtout lorsqu'on a des Écossais dans le staff, des Irlandais, je peux vous dire que c'est très compliqué. Avec Donc, l'accent j'avais qui va après et tout, c'est compliqué. très compliqué. Donc, j'avais du mal avec la compréhension, donc du mal à comprendre les consignes, du mal à comprendre ce qui m'était dit. Donc, lorsqu'on a du mal à communiquer, on rentre de suite, en tout cas très souvent dans une paranoïa parce qu'on ne comprend pas ce qui se dit autour de soi, on interprète mal les choses. Donc, ça a été assez difficile. C'est après mon départ que j'ai eu l'occasion de parler avec Wenger et qui me disait, voilà, Guy, avec Pires et Wiltord, par exemple, je leur parlais en français parce que ce sont des grands joueurs. J'avais besoin qu'eux s'adaptent rapidement, alors que toi, je te préparais pour l'avenir parce qu'il faut savoir que j'avais signé 5+5. À l'époque, on pouvait signer des contrats très longs. Ouais. Donc, j'avais signé pour 10 ans. Donc, j'aurais fait les 10 ans, Momo, que tu espères. Voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer. Au bout d'un an, j'ai voulu partir. Il y a eu la trêve. Je suis descendu à vacances. Et puis, comme je disais tout à l'heure, pour moi, un joueur de foot doit être sur le terrain. Et je ne voyais pas beaucoup ma chance. Et j'ai décidé de partir. Donc, le club, le club ne voulait pas, en fait. Hein. Wenger ne voulait pas que je parte. Mais voilà, écoutez, ça a été ma volonté. Il a fini par la respecter, mais j'ai beaucoup appris à Arsenal. Vraiment, à un an, j'ai énormément appris. Justement, en parlant d'apprentissage et avant de parler de ton départ d'Arsenal, je veux dire, tu as eu le temps aussi d'apprendre aux côtés des légendes telles que Nwoko Kanu, Souker ou bien même Dennis Bergkamp. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver toutes ces stars-là en même temps sur le même terrain? Ben, ce que je dis souvent ici quand je parle avec les gens, c'est que j'ai eu la chance de connaître deux bons vestiaires. Souvent, quand on est jeune et qu'on arrive dans le monde professionnel, les premiers vestiaires qu'on rencontre vont nous donner l'idée, hein, ou vont venir conforter l'idée qu'on a du monde professionnel. Et j'ai eu la chance de connaître deux bons vestiaires, que ce soit à Nîmes, certes à notre niveau, mais des joueurs professionnels, impliqués, ouverts. Euh, et quand je suis arrivé à Arsenal, c'était voilà, bien évidemment un club beaucoup plus important, mais toujours avec des joueurs qui ont les pieds sur terre, qui travailleurs, qui respectent, on va dire, les consignes, qui respectent les horaires, qui respectent les règles, et surtout qui m'ont transmis l'envie de travailler, d'y arriver. Denis Bergkamp, lors de ma venue, il y avait une interview, une conférence de presse, parce que voilà, je venais de signer. Et il y a un journaliste qui me demande, ça fait quoi de signer son premier contrat professionnel à Arsenal? Et il y a Denis Bergkamp qui passe à ce moment-là et qui dit,
vous lui poserez cette question à la fin de sa carrière. C'est à la fin de sa carrière qu'on pourra dire si ça a été un joueur professionnel ou pas. Donc, en ça, je ne l'ai toujours pas oublié, hein, ça fait plus de 20 ans, mais en ça, j'ai compris. Il ne s'agit pas simplement de signer le contrat, c'est ta carrière. À la fin, quand tu auras fini, que tu vas te retourner, tu pourras dire, voilà, là, j'ai fait une carrière de joueur professionnel. Ce n'est pas simplement avoir le contrat et pouvoir porter le maillot, avoir ton nom sur le maillot. Ce n'est pas ça. C'est ton parcours et c'est ce que tu as réalisé qu'il fera. Eh bien, ça a été le plus beau, on va dire, conseil et message qu'il aurait pu me passer à ce Mais moment-là. c'est fort, c'est fort. Ah oui. Pour le jeune que tu es en ce moment-là, ça te donne beaucoup de responsabilités parce que tu réalises. Parce que étant jeune, bah, signer un contrat Arsenal, c'est quand même la joie, c'est quand même l'euphorie. Mais de te Oui, ramener sur terre comme ça et violemment, te dire, oui. ah frère, c'est pas ça, c'est pas C'est pas encore ça. ça. C'est pas encore ça. Donc voilà, pareil. Et puis après, dans la continuité, le voir arriver, un joueur comme Dennis Bergkamp, qui a une qualité technique hors norme, le voir arriver sur le terrain d'entraînement avant tout le monde, répéter ses gammes sur base de Corver, répéter ses gammes 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avant que nous, jeunes, sortions les ballons, etc. Je me dis, mais attends, le mec, il a une qualité footballistique hors norme. C'est le premier sur le terrain, le dernier à partir. Donc, on était obligé au moins de faire autant, autant parce qu'on n'avait pas ces qualités-là. En tout cas, moi, je n'avais pas ces qualités-là. Donc, je ne pouvais pas arriver après un joueur aussi performant et prétendre vouloir avancer. Donc, voilà, ils m'ont montré, on va dire, le bon chemin à suivre. Tu fais pratiquement une saison et demie avec Arsenal. À quel moment exactement tu décides de partir? Lorsque les choses deviennent compliquées, lorsque je me dis que je ne vais pas énormément jouer, encore une fois, dans ma progression, j'avais besoin de jouer, j'avais besoin d'enchaîner les matchs. L'entraînement est très bien. J'étais conscient hein, de la valeur, de la qualité des joueurs qui composaient cet effectif-là. Il faut savoir qu'en réserve, à l'époque, je jouais milieu de terrain. Mon coéquipier au milieu était Edou, qui est le directeur sportif d'Arsenal. Et on jouait en réserve tous les deux. L'école était mon arrière droit. Nyanko Kanou, qui jouait moins, était l'attaquant de la réserve. Dennis Bergkamp, qui ne pouvait pas faire les voyages, lorsqu'il ne voyageait pas, jouait en réserve. Donc, parce qu'en Angleterre, c'était comme ça. Donc, même en réserve, on avait une équipe très solide. Mais j'avais envie quand même de toucher, on va dire, la première ligue, de la sentir. Alors, pas en tant que titulaire, mais de jouer un peu. Et lorsque j'ai vu que ça allait être compliqué, que mon adaptation était compliquée, ben, je me suis dit, voilà, il faut peut-être que j'aille ailleurs pour pouvoir continuer mon développement, pour pouvoir, on va dire, continuer mon évolution. C'est quoi vos relations justement en ce moment-là avec Arsène Wenger qui, quelque temps avant, avait pris sur lui pour te ramener en Angleterre? Est-ce que vous avez eu le temps d'en parler vraiment? Comme je disais, il me parlait pas énormément. Pour lui, voilà, j'étais un jeune, il parlait pas. Donc j'avais toute l'équipe de coach, il y avait Boro Primorac qui me parlait beaucoup, Pat Rice, avec qui j'avais du mal. Mais alors, j'ai compris ça que plus tard. Il me poussait. Par exemple, je sais pas, je devais aller faire des matchs l'après-midi et le samedi après-midi avec la réserve. Il me faisait venir le matin, je faisais une séance physique, athlétique quand même d'une heure. Et j'allais jouer après, quelques heures plus tard, avec la réserve. Et j'étais un peu, ben, j'arrivais pas à finir les matchs. Je sortais à la 70e, 75e parce que je venais de faire une heure et demie Le de trajet. séance physique. Et Ouais. je ne comprenais pas parce que ça ne m'était pas expliqué réellement. Et même si ça m'était expliqué, je ne maîtrisais pas la langue pour pouvoir comprendre. Comprendre, Donc moi, effectivement. j'étais frustré. Et lorsque je croisais Wenger dans les couloirs, par exemple, il me disait, mais tu es encore sorti lors du dernier match avec la réserve? Je disais oui. Et puis il partait. Et moi, je gardais cette frustration-là avec moi. Je disais oui, mais je suis sorti, mais parce que le matin, j'ai fait une heure et demie de physique, quoi, une séance lourde, alors que je jouais quelques heures après. Et forcément, je n'ai pas tenu. Alors que c'était une manière pour eux de me préparer. Alors, bonne ou mauvaise, mais c'est qu'au niveau de la communication, les choses n'avaient pas été claires pour moi. Et c'est en ça, quelque part, je n'en veux pas Arsène Wenger, loin de là, mais c'est en ça, en tout cas, qu'il y a eu un manquement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir. D'accord. Finalement, tu rejoins le Borussia Dortmund afin d'avoir plus de temps de jeu. Comment se met le transfert en place en fait? Très compliqué parce que je pense qu'il y avait eu des antécédents entre les deux clubs sur un transfert d'un joueur. Ils étaient les deux clubs sur un joueur. Je ne pourrais pas te dire quel joueur, mais c'est très tendu puisque Arsène Wenger ne voulait pas parler à Michael Zorc, qui était le directeur sportif et emblématique du club.
Il ne voulait absolument pas lui répondre au téléphone et lui parler. Donc, c'était assez tendu. Et puis, lorsqu'il a vu voilà, mon envie de partir et mon insistance, il m'a laissé partir. Et donc, il y a eu un transfert minime. Et j'ai pu signer au Borussia Dortmund après 2 semaines sur place. Alors, c'est une équipe assez constituée du Dortmund que tu retrouves. D'ailleurs, vous finissez la même année champion. Et toi, tu décides, avec l'accord de Mathias Sammer, de rejoindre l'équipe de réserve qui évolue en national pour mieux garnir ton temps de jeu. Oui, effectivement, ça a été le cas. Je quitte Arsenal, comme je t'ai dit, pour avoir un peu plus de temps de jeu. Alors certes, je vais aussi dans un grand club hein, qui venait de gagner quelques années auparavant la Ligue des Champions, composé de joueurs qui ont gagné des champions du monde, Stéphane Reuter, Jürgen Kohler, Jürgen Rich, il y avait Bobic, Jan Koller, Thomas Rosicky. Donc c'était une équipe avec des joueurs talentueux. Mais voilà, j'ai demandé à avoir un entretien à l'époque avec Mathias Sammer et Michael Zorc parce que je n'étais pas satisfait de mon temps de jeu et je l'ai fait seul, hein, sans agent, rien. C'est moi qui ai provoqué cela, afin que nous puissions discuter. Et lors de cet entretien, je leur ai dit, voilà, si je ne joue pas plus, autant me laisser avec la réserve qui évolue en national, autant me laisser évoluer avec la réserve, m'entraîner avec eux et jouer avec eux, ça sera mieux parce que je m'entraîne avec les pros, je fais quelques bancs, quelques rentrées. Je vais jouer avec la réserve. Les joueurs, je ne les connais pas. Mes prestations sont moyennes alors que je suis un pro. Je préfère évoluer avec eux la semaine et le week-end. Et puis voilà, donc Mathias Sammer était totalement contre, mais au final, vu ma détermination, il a fini par accepter. Et puis, ben, ça s'est très bien passé, plus que sur quelques mois où j'ai évolué avec la réserve. En tant que milieu de terrain, j'avais marqué 12 buts. J'étais co-meilleur buteur de national avec Altin Top. Et puis Mathias Sammer n'a pas eu d'autre choix que de me rappeler. Je me rappelle, ça s'est fait en 2 temps. La première fois, il voulait que je remonte parce qu'il y avait eu des blessés. Il voulait que je remonte m'entraîner avec les pros pour pouvoir être sur le banc. J'avais refusé. Je lui avais dit non, que si le moment de ma réintégration devrait être celle voilà, d'un joueur important de l'effectif et pas simplement venir parce qu'il y a tel ou tel problème. Puis après, quelques semaines plus tard, j'ai réintégré le groupe professionnel et puis les choses sont bien passées par la suite. Entre le championnat d'Allemagne que vous gagnez la même année et je vais dire le fait que tu sois meilleur buteur en tant que milieu défensif, quel est le moment qui t'a le plus marqué en fait à Dortmund? Ouais, encore une fois, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que c'est quand même un club assez spécial. C'est un club qui a une base de supporters qui est énorme. Lors des matchs de pré-saison, déjà les matchs amicaux, vous avez des jauges à 70, 80, 88 000 supporters. Vous dites, voilà, ça c'est quand même un club. Lorsqu'on se déplaçait en pré-saison, on avait au moins 40 000 supporters qui étaient là avec nous. Donc tous ces moments-là, en fait, on comptait, tous ces moments-là m'ont marqué parce que c'est pour ça qu'on joue au football. C'est pour jouer dans des grands stades, pour être confronté aux meilleurs adversaires, pour évoluer devant un public. En tout cas, à mon temps, c'était ce qui nous motivait et c'est ce qui me motivait. Et, euh, et j'ai connu beaucoup de bons moments au Borussia Dortmund. Mais on va dire que celui qui a été très important, c'est ma première titularisation lors de ce fameux match de Ligue des Champions face à Auxerre. Alors, justement, moi, avant de parler de ton premier match de Ligue des Champions, moi, j'aimerais avoir, je vais dire une information qui me trottine dans l'esprit depuis un bon moment. Parce que généralement, il se dit que l'impact au niveau du public et tout peut jouer sur les capacités de l'athlète. Et à ce propos-là, j'avais eu un ami d'enfance qui en ce moment évolue en Espagne et qui m'avait dit que pour son premier match en Espagne, en fait, de sa sortie du tunnel, quand il est arrivé nettement au niveau du terrain, le bruit, le brouhaha des supporters, en fait, l'ont fait fuir, en fait. Et moi, et moi ça m'a toujours, je veux dire, ça m'a toujours trottiné l'esprit de me demander, est-ce que
pour des joueurs qui ont eu, ou du moins pour des athlètes qui ont eu des carrières assez volumineuses comme les vôtres, est-ce que les supporters ont un impact sur votre rendement de jeu? C'est possible, je veux dire, chaque joueur, chaque individu est différent. La manière de traiter le stress, la manière de le gérer, de gérer cela aussi est différente. Alors aujourd'hui, les staffs sont composés de coachs qui s'occupent de l'aspect mental, mais on ne nous apprend pas réellement à gérer cela. Ça se fait, je pense, naturellement dans le processus. Par exemple, au Borussia Dortmund, tout comme à Arsenal, il y avait des journées qui étaient ouvertes pour la presse et pour les supporters. Donc, on avait déjà des séances où il y avait beaucoup de monde autour du terrain. Beaucoup de monde. Je ne pourrais pas dire quelle était réellement la capacité, mais on était quand même dans des milliers de personnes qui étaient autour du terrain pour une séance d'entraînement. Donc, ça commence plus ou moins à mettre les joueurs aussi on va dire dans cette configuration-là. Après, c'est la force mentale, c'est l'aspect psychologique qui permet justement de gérer ce stress qui pourrait être négatif pour certains, mais savoir le transformer en stress positif, je veux dire l'adrénaline qui nous donne envie de rentrer sur le terrain, d'en découdre et de pouvoir voilà, rapidement se présenter devant ses supporters et autres. Donc, oui, c'est important et ça peut avoir cet effet-là. Moi, j'ai vu des adversaires s'effondrer sous la pression du public, bien évidemment. Alors, le premier match de je vais dire, de Ligue des Champions que tu as eu, comme tu disais tout à l'heure, c'est en France, à Auxerre, avec des Oui. amis, notamment Khalilou Fatiga, je vais dire Djibril Cissé, Mexès et autres. Comment tu vis ce moment-là? En fait, c'était jusqu'à ce match-là, j'étais toujours remplaçant et je rentrais en jeu. Ce match-là était ma première titularisation, donc c'était déjà important pour moi. Et puis, encore une fois, voilà, c'était en France, donc je jouais sous le sol où vivaient mes parents, mes amis d'enfance et autres. Et puis, face à des joueurs que j'ai côtoyés, comme qui j'ai pu jouer dans les catégories plus jeunes, notamment Philippe Mexès, c'était quelque chose. Donc, oui, ce qui est un peu, on va dire, l'anecdote de cette rencontre, c'est que dans la préparation pour ce match, je n'arrêtais pas de regarder les vidéos de Khalilou Fadiga, qui était à l'époque très déroutant sur le côté, avec ses dribbles chaloupés, rentrée extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Donc, je m'étais juré qu'il pouvait pas, qu'à aucun moment, j'allais être pris. Je me suis dit, je ne serais pas pris par ça, pas possible. Eh ben, devine quoi? Devine quoi? Il y a eu une situation où il a réussi à me faire tourner, à me donner mon dos. Ah, c'était terrible. Heureusement que j'ai réussi à le contrer sur la fin. Mais voilà, quoi. Donc, ce sont des moments qui restent en mémoire et qui seront à jamais gravés dans mon esprit. Oui. D'accord. Alors, le déclic de ta carrière, c'est à Hambourg, où tu formes l'une des meilleures défenses du championnat allemand avec Daniel Van Buten, Timothée Atouba et Khalid Boularouz. Comment tu vis ce nouveau souffle après toutes ces embûches rencontrées? Bah, déjà, je le vis très bien parce que je me suis battu. Je me suis battu pour cela. Je me suis battu. J'ai pris des décisions qui se sont avérées être bonnes, mais qui auraient pu qui aurait pu m'amener sur une autre voie, mais c'est surtout la confiance en mes qualités, la confiance en ce que je suis capable d'apporter à une équipe qui m'a amené à prendre ces décisions-là. Je n'ai jamais eu peur de me mettre en danger, mais en fait, pour moi, je ne me mettais pas en danger. Je ne me mettais pas en danger parce que, encore une fois, j'étais sûr de mes compétences et de mes qualités. Et j'ai toujours valorisé le fait d'être dans un club qui me permet de jouer, de m'exprimer. Je suis un joueur de foot, je dois être sur un terrain. Voilà, un comédien veut jouer la comédie, il veut être, voilà, un Les chanteur a planches, besoin ouais. de pouvoir chanter devant un public. Il ne Ouais, peut pas ouais. être simplement dans son studio, il va connaître la frustration. Donc, j'avais besoin de pouvoir être sur le terrain. On travaille, je veux dire, on s'entraîne, on bosse dur, on va en préparation pour ça. Donc, malgré la proposition de prolongation du Borussia Dortmund, qui était deux fois supérieure, hein, de tête, a été deux fois et demi supérieure au contrat que me proposait à l'époque Hambourg, j'ai choisi, j'ai choisi le jeu, quoi. J'ai choisi la certitude d'avoir un temps de jeu plus important.
aux financiers et ça a payé parce on a eu des très belles années. Bah, justement, en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu me confortes dans mon idée bah, du fait qu'on a beau amasser, parce qu'on sait tous, hein, de nos jours, le sport ou le football en particulier, c'est beaucoup d'argent autour et aux alentours, en fait. Mais on a beau amasser de l'argent et tout, bah, la passion reste le sport, le foot en quelque sorte. Et si tu n'as pas de temps de jeu, bah, c'est dur, en fait. Bien évidemment, à un moment, je veux dire, c'est un peu le problème de notre société, c'est un problème sociétal. Alors, certains diront oui, mais c'est facile, surtout, oui, que lorsqu'on est en Europe, on a des idées reçues. Hein, lorsqu'on est en Europe, tout forcément va bien, on peut se permettre de. Non, ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment que la réussite passe aussi par bien gagner sa vie, pouvoir mettre sa famille à l'abri, pouvoir réaliser des choses. Et j'en ai conscience. Mais la réalité est qu'il ne faut pas. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas travestir ses rêves, quoi. Voilà. Si on arrive à pouvoir lier les deux, eh ben, c'est tant mieux. Voilà. Pour quelques zéros de plus, lorsqu'on arrive dans un certain montant, voilà, on a vu, on a suivi hein, cet été, il y a des choses qui se passent. Chacun peut avoir son avis. On voit des joueurs qui ont toujours prôné leur amour hein, on peut parler de Kylian Mbappé, par exemple, hein, pour le Real Madrid, mais qui aujourd'hui prennent d'autres décisions. Mais on peut aussi comprendre la pression qu'il y a. On peut aussi comprendre la pression qu'il y a à ce niveau-là. Donc, moi, en tout cas, dans ma situation, oui, j'ai préféré faire le choix de mon rêve, c'est de jouer. Mon rêve, c'est de jouer. C'est là où je prends mon plaisir. C'est là où je suis épanoui. Donc, qu'est-ce qui peut aujourd'hui euh, venir, on va dire, concurrencer cela? Moi, je veux prendre du plaisir. Ma place est sur un terrain de foot. Bien sûr que je veux gagner ma vie, mais ma place est sur un terrain de foot. Et j'ai pris des décisions en fonction. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de joueurs qui font ce choix-là. On le voit en restant dans les clubs, en faisant de carrière dans le même club et autres. On le voit, malheureusement, comme je le disais, c'est aussi un problème de société. Aujourd'hui, on est reconnu simplement à la valeur, on va dire, financière que nous avons, même si, voilà. Donc, c'est un peu dommage que même dans le sport aujourd'hui, cela ait pris énormément de place. Mais j'espère que nos jeunes frères, voilà, sauront que on peut concilier les deux. Alors, tu passes plusieurs années, mais que de belles années à Hambourg. Et finalement, tu décides de retourner à West Ham. Pourquoi précisément l'Angleterre de nouveau si tu avais d'autres propositions en fait? Oui, des propulsions, j'en ai eu, hein, j'en ai eu. J'ai eu des propulsions de clubs de la Juve, du Milan AC. Mais je voulais retourner, c'était des saisons auparavant, mais je voulais retourner en première ligue, Momo, tout simplement parce que pour moi, j'avais échoué. J'avais échoué à Arsenal. J'avais échoué et j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais jouer en première ligue. Parce que la première ligue, on peut aimer les différents championnats, mais la première ligue, le football vient de l'Angleterre. La première ligue est le championnat, ou l'un des championnats, mais est le championnat le plus suivi. Le championnat où il y a le plus de concurrence au niveau des équipes. Donc, je voulais aussi me prouver que j'étais capable d'évoluer dans ce championnat-là. Donc, même si le moment de mon départ à Hambourg n'était pas voulu, c'était clair pour moi que ça serait un retour en première ligue pour finir, en tout cas, ma carrière en me disant, oh, j'ai joué en première ligue, je me suis prouvé que j'étais capable de jouer en première ligue. Mais pour ton départ justement à West Ham, il se raconte, bah, après, tu sais, j'étais avec moi, donc moi, je profite pour avoir le maximum de bonnes informations en fait. Parce qu'après, il y a beaucoup de bruit de couloir, il y a beaucoup de rumeurs. Et la meilleure façon de taire une rumeur, c'est d'avoir le concerné ou le protagoniste en face en fait. Il se raconte qu'en réalité, tu es rentré en conflit avec Michael O'Neill, précisément à cause de sa politique axée sur les jeunes. Moi, je n'ai pas compris ça en fait. Non, non, non. Après, ça, des fois, c'est un peu ce que la presse ou les gens essaient de laisser transparaître voilà, pour valider une décision qu'ils ont prise ou essayer de faire porter, je sais pas, je Chapeau. sais pas. Mais en tout cas, non, c'est pas le cas. Moi-même, lorsqu'on voit ma carrière, j'ai été très jeune, j'ai évolué dans les grands clubs et très jeune, j'ai été accompagné par des joueurs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et ce qu'on m'a donné à l'époque, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais dans l'associatif, ce que j'essaie de faire. Ce qu'on m'a donné à l'époque, j'ai essayé de le transmettre aussi.
Il y a des joueurs comme Jérôme Boateng, Vincent Kompany a vécu chez moi pendant presque un an. Vincent Kompany. Pourtant, on était concurrents. On jouait le même poste. J'ai été convoqué dans le bureau du président et du directeur sportif parce que je donnais trop de conseils. J'étais trop proche de Jérôme Boateng alors qu'on était concurrents. Mais je leur ai dit, mais ça n'a rien à voir. Moi, mon rôle, c'est de pouvoir le guider. C'est de pouvoir l'amener à ce que lui se dépasse et qu'il vienne me mettre la pression à moi, qui suis le titulaire, mais qui vienne me mettre la pression à moi. Parce que s'il vient me mettre la pression, moi, je vais me dépasser aussi. Après, c'est le coach qui fait le choix. C'est ni lui ni moi. Donc pourquoi? Parce qu'on joue le même poste, je devrais être en conflit avec lui. Je ne vois pas les choses comme ça. Je ne vois pas. Moi, au contraire, je voulais qu'on se sert les uns des autres pour pouvoir se dépasser. Et forcément, c'est le meilleur qui allait jouer et le meilleur allait avoir des meilleures prestations, donc forcément les résultats pour l'équipe. C'est comme ça que je conçois le sport collectif depuis que je suis petit. C'est comme ça que j'ai évolué. Donc non, bien évidemment, c'est faux. Michael O'Neill, c'est ce que j'ai dit à l'époque, il ne sera jamais un grand entraîneur, il ne fera jamais carrière. Et c'est ce qui s'est passé parce que parce qu'il était incompétent. En fait, c'était un problème personnel qu'il avait avec moi. C'est-à-dire, quand il était adjoint, vu que je faisais partie des cadres et que j'allais sur la fin de ma carrière, on avait des amis en commun dans la ville à Hambourg. Et à deux, trois reprises, on s'est retrouvés là et il critiquait le coach. À l'époque, qui était Armin V. Il le critiquait devant moi en essayant de me prendre pour témoin. Je lui disais, Michel, c'est pas le moment de parler du coach. Si tu as des choses à dire au coach, va lui dire directement. Moi, je suis un joueur. Tu ne peux pas venir dénigrer le coach euh, avec moi. Si tu as des choses à lui dire, tu lui dis. Et alors après, quand il a pris le rôle de numéro un, il s'est senti capable et comme je l'ai dit, il y avait une restructuration au club avec un nouveau président, un nouveau directeur sportif, etc. Donc, ça lui a donné l'occasion. Et à ce moment-là, il était clair l'heure était venue pour moi de partir. Je comprends, tout est clair maintenant. Alors, Voilà. si tu me le permets, bah, j'aimerais qu'on parle de ta blessure, en fait, même si c'est un moment assez triste de ta carrière parce que tu arrives à West Ham et quelques temps après, tu te blesses. Comment tu vis ce moment? Ben, en fait, c'est ma blessure. Alors, j'ai des blessures physiques, puisque c'était des blessures à répétition, mais elle est surtout psychologique. Parce que dans ma projection, j'ai toujours voulu être le joueur d'un club. Lorsque j'arrive à Hambourg, je m'y installe, ma famille aussi, et puis je me dis que je vais faire toute ma carrière à Hambourg et que je vais finir à Hambourg. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je refuse très tôt, hein, quand je signe, même pas 6 mois après, j'ai Félix Magath qui était très proche de mon agent. J'ai le Bayern de Munich qui me fait une proposition. Je refuse d'aller au Bayern. Je refuse d'aller au Milan. Je refuse d'aller je ne vais pas à la Juve. Je ne vais pas au Milan AC. Donc, je fais des sacrifices aussi pour rester là-bas parce que je me dis, voilà, je vais finir ma carrière dans ce club-là. Et comme je l'ai dit, la manière dont les choses se sont terminées à Hambourg ont fait que j'arrive à West Ham. Je suis content de retrouver l'Angleterre, même si le club à ce moment-là est en championship, donc en deuxième division. Mais le club garde tous les joueurs de première ligue, quasiment, donc avec un effectif de première ligue. Mais psychologiquement, je n'étais pas prêt. Donc, je fais des, euh, des déchirures à répétition, je fais des claquages à répétition sur des choses mais vraiment anodines, quoi. Mais c'était plus psychologique que musculaire, que structurel, quoi. Donc, ça a duré toute la saison, ce qui ne m'a pas permis de jouer énormément. Dieu merci pour moi, je reviens sur la fin de saison avec les playoffs et autres, donc les matchs importants pour pouvoir monter en première ligue que j'ai pu jouer. Et aujourd'hui, je fais quand même partie de ces joueurs qui ont pu permettre à West Ham de retrouver la première ligue, de se stabiliser en première ligue, parce que c'était un club qui faisait l'ascenseur, de se stabiliser en première ligue, on l'a vu la saison dernière, de commencer à jouer même le haut du tableau. Donc voilà. Le boulot étant fait, finalement, tu décides de partir. Mais je me dis, au lieu de partir à Dundee, bah, tu aurais pu être à Montpellier pour avoir plus de visibilité, même si il faut dire que bah, tu avais commencé entre-temps à prendre de l'âge et les blessures et tout. Mais pourquoi précisément Dundee en Europe, pendant que tu sais, bah, après tu connais le matraquage médiatique en France et tout, tu aurais pu renaître encore de tes cendres en France. Pourquoi précisément en Écosse? À un moment, pour être. Alors, ça, c'est. Avec Montpellier, on avait eu plusieurs discussions. Je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas fait.
Alors là, j'avais envie de revenir en France. Je suis du sud de la France, donc c'était pas trop loin de chez moi. J'ai commencé à Nîmes aussi. Mais après, avec aussi l'histoire de Nîmes, parce qu'il faut savoir que Nîmes-Montpellier, c'est très particulier. Alors, ça fait un moment, mais c'est quand même un derby, c'est très particulier. Moi, j'ai connu ces moments-là, donc c'était quand même un choix par rapport voilà, au respect que j'ai pour le Nîmes olympique qui m'a permis de pouvoir aller au plus haut niveau. Donc, c'était assez particulier. Mais bon, les choses ne sont pas allées au bout. Voilà, on n'est pas arrivé au niveau où on avait réellement une proposition, etc. C'était des discussions avancées. Voilà, j'envisageais, j'ai essayé de voir, on va dire, quels étaient les avantages et les inconvénients d'un tel choix. Mais pourquoi aller à Dundee? J'avais envie de connaître aussi un autre football. Voilà. J'avais pas les portes ouvertes pour aller au Glasgow Celtic. Et Dundee m'a permis de pouvoir évoluer voilà, en Écosse, de voir aussi ce football proche du football, on va dire, britannique, hein, qui est un football britannique, donc anglais, je veux dire. Donc, ça m'a permis aussi de découvrir autre chose, de découvrir notre championnat, et puis de commencer un peu à me mettre aussi, on va dire, sur la phase de la reconversion. Justement, parlant de phase de reconversion, bah, tu commences déjà après Dundee, tu pars déjà pour Consola. Et le but, en fait, en arrivant à Consola, en réalité, est de permettre, comme tu l'as dit en tout début d'émission, et de redonner tout ce qu'on t'a transmis, en fait, à la jeunesse et tout, en fait. Mais derrière, c'est quoi le projet exactement quand tu arrives à Consola, en fait? Ben déjà, quand j'arrive à Consola, comme je le disais en début d'émission, c'est que j'ai grandi à Consola. Mhm. J'ai grandi à Consola et le président du club était mon voisin. Il habitait deux bâtiments à côté de chez moi. Et Consola évoluait en national. C'était la première fois qu'un club, c'est vraiment un club de quartier, arrivé à ce niveau-là à Marseille, quoi. C'était le deuxième club de Marseille. Et déjà, il y avait l'envie de boucler la boucle, me dire que j'ai commencé à jouer au football dans la rue à Consola. J'ai fait ma carrière professionnelle et je vais la terminer en, en passant par Consola, qui est à un niveau respectable aujourd'hui, qui joue en national. Et c'était aussi une façon voilà, de soutenir le travail qui avait été fait par des gens qui me connaissent depuis que j'ai l'âge voilà, de 4-5 ans. Donc, c'était déjà ça. Et puis, en étant à Marseille, ça m'a permis aussi de mettre en place justement mon projet associatif, de voir aussi comment se passait le milieu amateur. J'avais besoin de connaître parce que je l'avais quitté il y a très longtemps. Et j'avais besoin de voir un peu comment était le milieu semi-professionnel, le milieu amateur, parce que c'est difficile. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau professionnel, où il y a des moyens qui sont surdimensionnés, où il y a des équipes, des super staffs, je veux dire des staffs aussi surdimensionnés. Donc, je revenais un peu à la réalité. Et Consola m'a permis cela. Il y a aussi eu les Red Stars où tu mets finalement fin à ta carrière internationale. Mais si tu me le permets, bon, on va Oui. survoler cette partie-là pour aller à une époque plus intéressante de ta carrière, qui est celle de ton passage chez les éléphants. Mhm. D'accord. Alors, déjà, moi, ce que je souhaite savoir, c'est que tu fais tes classes avec les équipes espoirs de la France, comme tu le disais en tout début d'émission, avant finalement de porter ton choix sur la sélection ivoirienne. À quel moment tu prends la décision de switcher, en fait? Alors, déjà, pour plus de précision, j'ai toujours été convoqué. J'ai toujours été convoqué pour l'équipe de France des jeunes, mais je ne suis jamais parti. Ah, d'accord. Je suis jamais parti. J'ai toujours été, même les espoirs, lorsque Raymond Domenech était sélectionneur d'espoirs, j'étais dans les prélistes. J'étais des fois convoqué, mais je n'y allais pas parce que mon choix était clair. Mon choix, je l'ai fait, comme je dis, je l'ai fait lorsque, après l'Olympique de Marseille, après ma première année avec Bernard Casoni en U15, quand je me dis que j'ai envie en tout cas de faire du football mon métier. Voilà. Je me dis ça, donc je suis encore dans la réflexion. Et puis, il s'avère que ben, pour les vacances, je viens en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Dabou. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village à Dioukro. À Ducrot, voilà. Donc, je vais à Dabou, où D'accord. vivait ma grand-mère, paix à son âme. Et on parle, donc je sors de cette année, tout ça, et je lui fais la promesse que si j'arrive à être professionnel, je viendrai représenter la Côte d'Ivoire. Parce que je lui ai dit, les choix des clubs m'appartiennent, le choix du pays est le tien. Et puis voilà, donc
Donc, j'ai décidé à ce moment-là de jouer pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai que vous étiez la génération dorée, mais en réalité, c'est un cocktail justement de joueurs formés entre la France et la Côte d'Ivoire pour la plupart des académiciens. On pourra citer entre autres Kolo Touré Habib, Aruna Dendane, Zokora Maestro, mais il y a aussi vous qui êtes formés en France, notamment Abdoulaye Meïté, ton ami qu'on salue au passage, Didier Oui. Drogba, Faye Mers et toi-même en fait. Comment vous réussissez en fait à faire prendre la mayonnaise en fait? Ouais, mais alors, déjà, la base était très bonne. La base était très bonne parce que les académiciens avaient un niveau de football exceptionnel. Mais après, en tout cas, pour ma part, les choses sont faites tout naturellement. Comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de rencontrer très tôt dans ma carrière, en tout cas, les joueurs de l'académie lors de leurs déplacements en Europe, justement, lorsqu'ils faisaient les tournées européennes. J'ai eu la chance de jouer contre eux à 2 reprises. Une fois à Marseille avec l'Olympique de Marseille et une fois à Arsenal. Donc là, j'étais déjà jeune professionnel. Et j'ai gardé contact avec Yapi Yapo, j'ai gardé contact avec Saka Chico Shikaya, avec certains d'entre eux. Donc, c'était les retrouver en équipe nationale. Donc, j'étais content, j'étais hyper content. Après, la mayonnaise, elle prend parce que on se dit qu'on vient défendre notre pays, on vient défendre le drapeau. On connaît déjà la concurrence et la difficulté en club. Donc là, on est entre frères. On est entre frères. On a une cause qui n'est pas simplement le club qui a ses objectifs. Non, on a des objectifs personnels, on a des objectifs communs là. Et c'était, pour moi, je pense que les choses sont bien passées. J'ai rencontré des frères, j'ai des amis grâce à l'équipe nationale. Et puis, ce que nous avons vécu, personne ne pourra nous l'enlever. En tout cas, de 2006 à 2015, vous participez à 3 phases finales de Coupe du Monde. Je Oui. veux dire 2006, 2010, 2014. Et vous brillez aussi en Coupe d'Afrique des Nations, mais en vous inclinant par 2 fois au tir au but. Je veux dire 2006 et 2012. Quel est le moment qui t'a le plus marqué en fait en sélection? Ah, franchement, à chaque fois que j'ai eu la chance de porter, de venir en sélection, de porter le maillot, c'est vraiment de l'honnêteté, hein. À chaque moment a été exceptionnel. Même les moments les plus difficiles, hein, comme la défaite à domicile face au Cameroun. Et pourtant, on en a connu très peu de défaites avec cette génération-là, surtout lors de qualifications. Mais tous ces moments-là m'ont marqué. Mais oui, la finale en Égypte, parce qu'elle était pour nous. Elle était là, elle nous tendait les bras. Et puis le destin en a voulu autrement, ça nous est passé à côté. Mais il y a aussi eu la qualification pour la Coupe du Monde avec ce que nous avons connu, la perte en chemin de notre mentor, en tout cas moi, voilà, de paix à son âme, Mama Ouattara. Voilà, donc la qualification pour la première Coupe du Monde aussi, qui se jouait en Allemagne, avec des matchs sur mon terrain, à Hambourg, dans ma maison. Donc, ça a été exceptionnel. 2010 aussi, Coupe du Monde en Afrique. Purée, c'est quelque chose, quoi. Sur le sol de Nelson Mandela, tout ce que ça représente historiquement. Donc, c'était important. Et puis, je me suis arrêté après le dernier match face au Sénégal pour la qualification 2014. À ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait les jeunes qui arrivaient. C'était le moment de laisser la place. Comme quoi, la jeunesse n'a jamais été un problème pour moi. Je pense que, voilà, à ce moment-là, moi, j'avais fait mon temps et je voulais partir avant qu'on me mette dehors. J'aimerais qu'on revienne en fait concernant la finale, précisément la finale face à l'Égypte en fait. Comment vous avez vécu cette défaite-là en fait? Ben déjà, dans l'organisation, ça avait été compliqué parce qu'on jouait le pays organisateur en finale. Et c'est des choses que peu de personnes savent et que peu de joueurs ont eu l'occasion de dire, mais bon, je vais le dire. C'est-à-dire que ce jour-là, on se lève le matin pour aller déjeuner, on n'est pas servi. On va à midi pour manger, on n'est pas servi. Il a fallu, à l'époque, Sidi Diallo, notre ancien président, paix à son âme, et les dirigeants s'organisent avec l'ambassade ivoirienne sur place pour qu'elle puisse faire des repas, pour qu'on puisse manger avant le match. Malheureusement, le temps de mettre tout ça en place, ça, ça,
c'était pas prévu, donc ça a mis ça a mis du temps. Donc, on s'est rendu au stade sans avoir pu se restaurer pour préparer une finale, quand même. Donc, je veux dire, voilà, le trajet a été long, mais tout ça fait partie du folklore africain et voilà. Et donc, on arrive très motivé parce on veut la gagner avec ce qu'on a vécu, on veut la gagner pour le pays, on veut la gagner pour nous-mêmes, on veut la gagner pour le parcours. Et voilà, malheureusement, ça se joue à peu de choses et je pense que beaucoup de joueurs auraient mérité de soulever ce trophée-là, que le pays aurait mérité. Je pense que ça aurait même pu changer la suite des événements, par exemple nos parcours en Coupe du Monde et autres, si on avait pu prendre cette canne-là. Maintenant, c'est le destin. On va dire, on a posé les bases et la génération de 2015 est venue remporter ce trophée que la Côte d'Ivoire attendait tant. Tu dois te douter, avant de te recevoir à l'émission, je donne la possibilité à mes coéquipiers, comme je les appelle, je veux dire mes amis sur les réseaux sociaux, de participer aussi au questionnaire. Et deux questions me sont revenues en fait le plus. Déjà, c'est la scène avec Cristiano Ronaldo. Bah, tu l'as expliqué plusieurs fois sur plusieurs plateaux de télé en fait. Mais beaucoup aimeraient savoir en fait quels sont les mots que vous avez échangés d'abord et d'où est venue l'idée en fait de vouloir l'intimider à ce point et pour que ça marche en fait. Non, ben, il faut savoir que c'était en 2010. Donc, on connaît tous que les qualités, les capacités du joueur qui est Cristiano Ronaldo. Donc, l'idée, c'était, alors il peut évoluer, on l'a vu, hein, surtout le front de l'attaque, mais dans l'animation offensif du Portugal, il était beaucoup plus dangereux en évoluant sur leur flanc gauche, donc face à moi, que lorsqu'il évolue sur le côté opposé. Donc, l'idée, c'était d'essayer aussi de leur apporter un peu de difficulté. Et pourquoi pas de rentrer dans sa tête, de l'intimider, parce que ça fait partie du football, l'intimidation, ça fait partie du sport du haut niveau. On le voit au basket avec le trash talk, on le voit à la boxe, on le voit dans les sports de haut niveau. Donc, il y a eu cette action-là. Et j'ai saisi l'occasion justement pour lui dire qu'aujourd'hui, il n'y avait rien pour lui sur le côté, que moi, j'avais rien à perdre, que moi, là, je jouais le match de ma vie et que s'il fallait, sur le prochain tacle, le sortir du terrain, ça ne me posait pas de problème. Donc, c'était à lui de voir, soit il restait sur son côté, soit il partait. Et il a changé de côté. J'ai eu Dani qui est venu sur mon côté. Donc, on va dire, j'ai passé le bébé à Boca Arthur, qui a dû en découdre avec lui. Et puis voilà, moi, j'ai géré Dani sur mon côté. D'accord. Alors, la dernière question de cette émission, comme je le disais, ce sont les questions justement que je choisis généralement pêle-mêle parmi les questions des followers. C'est que généralement, la question qui est le plus revenue, c'est et pourquoi déjà n'avoir pas soutenu ton ancien coéquipier Didier Drogba? Et ensuite, maintenant que, je vais dire, Sidi, ou du moins maintenant que Idriss Diallo, pardon, est élu à la FIFA, quels sont tes projets justement pour le football ivoirien en fait? Donc, Ah, c'est une d'accord. question à deux volets. Oui, bien sûr. Alors, mon projet pour le club, c'est pas, je n'étais pas le candidat et aujourd'hui, Idriss Diallo est le président de la Fédération ivoirienne de football. Et il y a des conseillers autour de lui, il y a des hommes qui sont en place autour de lui, qui pensent le projet, qui animent le projet. Il faut simplement laisser le temps. Il y aura le temps de faire un bilan, il y aura le temps de se montrer critique. Mais pour l'heure, un président a été désigné, a été voté en respectant les règles d'élection. Donc, nous devons le soutenir et nous devons faire. Voilà. Moi, pour ma part, pour venir sur la première question, pourquoi je n'ai pas soutenu mon ancien coéquipier? Je l'ai dit sur les plateaux, ça serait très long à expliquer. Ça serait très long à expliquer. Il y a ce que les gens voient et il y a ce que nous avons vécu. Il faut pas voir le non-soutien comme de la jalousie. On a trop la facilité chez nous de dire ah, s'ils ne le soutiennent pas, c'est parce qu'ils le jalousaient. Personne ne jalouse personne. On est tous d'accord pour dire que Didier a été le porte-drapeau de la Côte d'Ivoire en tant que joueur pendant
de longues années. Il a été, on va dire, une personnalité emblématique de la Côte d'Ivoire. Il a permis au pays de rayonner. Il nous a permis aussi d'obtenir de grandes victoires, bien évidemment. Même si, encore une fois, nous, c'est un collectif, mais il était, on va dire, le capitaine, il était le buteur, il était la star de l'équipe, ce qui est tout à fait normal. Personne aujourd'hui, en tout cas pour ma part, ce n'est pas de la jalousie, c'est simplement une prise de position par rapport à des idées, tout simplement, des idées. Mais même dans une famille, des fois, mon petit frère veut développer des projets, nous sommes associés dans des projets, et puis je ne le soutiens pas, mais je ne suis pas jaloux de mon petit frère, c'est parce que la manière dont il me présente la chose ou les démarches qu'il met en place, en œuvre pour y accéder, ne me paraissent pas bonnes. Donc, je ne pense pas m'être trompé, et puis les urnes m'ont donné raison. Cela ne veut pas dire que je ne vois pas Didier comme le leader de la Fédération ivoirienne, je l'espère. Je le disais très tôt, je le disais, il faut qu'il s'entoure bien. Je pense qu'il a fait une erreur de casting dans les gens qu'il a pris autour de lui, qui n'avaient pas fait le travail de lobbying, qui est tout à fait normal de faire en amont pour pouvoir justement comprendre les problématiques du football ivoirien, comprendre ses besoins, écouter les personnes aujourd'hui qui sont les acteurs du football. Moi, quand je vois aujourd'hui que pendant cette campagne, on a vilipendé des présidents, on a vilipendé des anciens joueurs, je trouve ça désolant parce que ces gens-là ont aussi donné pour le pays, ont aussi donné du temps. Et pour les présidents actuels des clubs, ils ont donné du temps, ils sont beaucoup plus importants que nous. Nous, les joueurs, quand on est joueurs, nous passons. Les présidents, ils ont investi du temps, ils ont investi de l'argent dans le club. Ils permettent de structurer le football ivoirien. Mais cela, on doit les considérer. Et je pense que dans sa démarche première, il s'est trop basé sur sa notoriété, pensant que sa notoriété allait faire les choses. Non, non. C'est le travail. Je pense que là, j'espère en tout cas qu'il a compris. J'aurais aimé en tout cas qu'il puisse s'associer avec Idriss Diallo. Je l'ai dit sur les plateaux de Canal Plus Free, parce il a des choses à apporter. Mais moi, je pense que pour l'heure, je pensais et je pense pour l'heure que le président dont la Fédération ivoirienne de football avait besoin, c'est Idriss Diallo. Parce qu'un homme comme Didier Drogba, lorsqu'il arrive, il faut qu'il valorise, capitalise ce qui a été fait. Et alors qu'aujourd'hui, le football ivoirien est dans une impasse et dans une problématique et on a besoin d'un bon gestionnaire, on a besoin de quelqu'un qui connaisse parce qu'il a déjà eu ses fonctions ou du moins été dans l'équipe dirigeante pour pouvoir déjà assainir, permettre de mettre la fédération ivoirienne sur des bons rails. Et puis, je veux dire, les années vont passer, donc il y aura le moment de pouvoir se présenter à nouveau, de faire un bilan. Pourquoi pas, tout le monde aura bien évidemment sa chance. Dans la démarche, comme tu parlais tout à l'heure de lobbying et de tout, en fait, d'approche et tout, est-ce que si vous avez approché pour la plupart, est-ce que les choses auraient été différentes? Moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'il ne vous a pas approché, est-ce que ce n'est pas parce qu'en quelque sorte, il vous a écarté en fait de la chose que vous êtes mis tous à votre… je vais dire de votre… Ben, déjà, en fait, alors, personnellement, Idriss Diallo ne m'avait pas approché non plus. Donc déjà, je pense que ça répond à la question en soi. Idriss Diallo ne m'a pas approché pour me présenter son projet. J'ai été approché par ses conseillers, par les joueurs qui l'entourent, Abdoulaye Maïté, Bonaventure Kalou, Cyril Domoro, Aruna Dendan, qui m'ont parlé du projet. Mais ce n'est pas ça, en fait. On ne peut pas… Comment pouvoir espérer avoir le soutien de personnes qui ne sont pas au courant de ce que vous faites? Je veux dire, il faut simplement revenir à la logique et sortir 2 minutes du fanatisme. On est dans un domaine qui est footballistique. On cherche comment ça s'appelle, à candidater pour une élection. Ce n'est pas Guy Demel. Qui ne prennent pas contact avec Guy Demel, ça ne change absolument rien. Mais je pense qu'il y a un travail de lobbying. Quand je parle de travail de lobbying, je parle surtout des acteurs, je parle des présidents des clubs ivoiriens, je parle des arbitres, je parle de tout ce qui touche en fait directement à la Fédération ivoirienne de football, des académies. C'est de ce lobbying-là, dans un premier temps, dont il aurait dû s'occuper.
Et puis, bien évidemment, si on veut avoir les soutiens, si moi je cherche à avoir ton soutien, Momo, qu'est-ce que je fais? Je viens te voir, je te parle de mon projet, je te dis, Momo, voilà mon projet, voilà où je veux aller, pour que déjà toi tu puisses le comprendre. On ne peut pas soutenir des gens, on va dire, juste parce que ils sont qui ils sont. Non, il faut qu'on puisse comprendre quel est le projet, où tu vas aller, comment tu vas pouvoir mettre en œuvre ça. Est-ce que réellement les fonds sont présents? Qui sont les personnes derrière? Voilà, quelle est ta vision? C'est dans ces cas-là, après, on peut se positionner et décider. Mais si on est au courant de rien, si nous n'avons pas les informations, comment pouvons-nous soutenir? Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose de logique. La question ne devrait même pas se poser. N'étant pas au courant, déjà n'étant pas au courant de base qui se présentait, comment on peut soutenir quelqu'un si on n'est même pas au courant de sa candidature? Alors que ce n'était pas le cas pour Idriss Diallo. Donc, vous comprenez, tu comprends que à partir de là, les choses sont un peu, je veux dire, malsaines dans les prises de position, on va dire, un peu de la sphère, voilà, réseaux sociaux et de ce qui s'entend, parce qu'encore une fois, les gens en image ce qu'il a fait sur les terrains de football. Bien évidemment, personne n'en disconvient. Mais encore une fois, il y a des étapes. Dans toute chose dans la vie, il y a des étapes. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est simplement la vie qui nous apprend ça. Il y a des étapes, il y a une manière de poser les choses, et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et ce que j'avais prédit très tôt, hein, parce qu'on a eu quand même plus de 2 ans avant les élections, ce que j'avais prédit très tôt est passé. Et ce n'est pas de la méchanceté envers lui. Parce qu'encore une fois, ce que les gens oublient, c'est que c'est une icône du football. Et en tant qu'icône, tout ce qui touche au football, tout ce que Didier touche au football, doit réussir. Parce que notre jeunesse a besoin de ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, et ne voient pas, il aurait pu prendre et ça fonctionne, mais il aurait pu prendre et ça ne fonctionne pas. Moi, je me rappelle aussi des moments en sélection où il était sifflé. Le même joueur était sifflé. Et ça n'a pas duré un match, ça a duré sur plusieurs matchs. Il était sifflé, les gens réclamaient qu'il ne devait plus venir en sélection nationale. Les mêmes supporters aujourd'hui qui disent oui, que ce n'est pas normal que nous. Donc, je veux dire, faut arrêter. La Soyons politique sérieux du 2 minutes. peuple, ouais. Ouais, soyons sérieux 2 minutes. Soyons sérieux 2 minutes. Si on n'est pas au courant d'un projet, on ne peut pas soutenir un projet. Mais ça, c'est pareil je veux dire, pour tout le monde. Et je pense que là, maintenant, j'espère en tout cas qu'il a compris qu'il est mieux entouré parce que je pense que ça vient surtout de son entourage. Et qu'il met les choses en place pour, pourquoi pas, demain pouvoir se présenter. Et si toutefois il a la chance de pouvoir remporter, faire du bon travail. Parce qu'encore une fois, c'est une icône du football ivoirien, c'est une icône mondiale, c'est une icône du football ivoirien, ce qui touche doit marcher. Et en Côte d'Ivoire, on sait comment nous sommes. Et je n'aurais pas voulu pour lui qu'il rentre aujourd'hui en qualité de président de la Fédération ivoirienne de football, avec les problèmes qu'a la fédération aujourd'hui. Je ne pense pas que c'était l'homme de la situation aujourd'hui. Demain, on verra. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'était l'homme de la situation. Et sa manière de faire campagne a prouvé qu'il n'était pas prêt. Tout simplement. Après, ben, écoutez, je vais sûrement me faire encore à nouveau insulter ou autre, mais c'est ce que je pense. Et il n'y a rien de personnel. C'est simplement voilà, ma façon d'être, sur tout ce que j'ai raconté tout au long de l'interview. En tout cas, merci d'avoir accepté de t'étendre sur ce sujet assez périlleux qu'on sait tous. Tout à l'heure, tu parlais d'injures sur les réseaux sociaux. Malheureusement, nous sommes à une ère, surtout en Côte d'Ivoire, où on ne peut pas rattraper les réseaux sociaux. Malgré, on est obligé de... Voilà, on est obligé de composer avec. Allez. Non, de rien, Momo. Merci. Déjà, j'espère que tu as aimé l'émission. Oui, ça s'est bien passé. Merci, vraiment. Merci d'avoir participé à l'émission. Et puis, n'oublie pas, si tu as un message à passer ou quelque part, après, je sais en matière de médias, tu es 7 fois, 10 fois plus costaud que nous. Mais si tu as un message à relayer au niveau de la Côte d'Ivoire et tout, nous, on est là. Ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec toi. Bonne continuation, félicitations pour ce que tu fais. Et puis, écoute, je vais suivre et on aura l'occasion de refaire ça. Infiniment merci. Porte-toi bien surtout et à très bientôt. Allez, au revoir. Allez, ciao.